Question suivante. Je vais demander au professeur Maurice de Mattéis de me rejoindre. Il est pharmacologue, addictologue et neurologue au CHU de Grenoble. La réduction des risques et des dommages est-elle efficace et quelles en sont les limites en matière d'addiction aux médicaments psychotropes et en matière de polyconsommation ? Merci. Je remercie effectivement donc les organisateurs de m'avoir invité, d'être l'expert de cette expertise justement concernant les addictions médicamenteuses et les polyconsommations. Et en parler en 15 minutes, c'est un véritable challenge. Que vous allez réussir, j'en suis sûre. Alors, je vais délivrer les messages clés. Voilà. Alors, si ça veut bien marcher. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, mais juste pour montrer que, vous voyez finalement que les médicaments représentent une consommation extrêmement importante, puisque finalement, vous voyez que ça représente la 3e consommation après le tabac et l'alcool, et on les oublie régulièrement. Je peux vous dire que ça a été un vrai casse-tête pour écrire le rapport, parce que les données sont extrêmement éparpillées, donc il a fallu reconstituer le puzzle, un véritable kaléidoscope, et vous voyez, donc là, on me demandait finalement, donc, est-ce qu'il y a une différence selon le genre ? Eh bien oui, puisque les dames, vous voyez, finalement, sont dominantes très clairement, et vous voyez qu'on a entre donc 3,8 millions de consommateurs réguliers et 2,4 de consommateurs quotidiens. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça commence très tôt, dès 14 ans, dans le cercle familial, sans ordonnance pour une grosse partie. Et ce qu'on voit aussi, c'est que là aussi, les filles dominent. Le paradoxe, non seulement, vous voyez que c'est finalement un phénomène très fréquent, mais nous n'avons que des estimations, nous connaissons très mal. C'est aussi pour ça qu'il y a eu des rapports, vous voyez, donc, de l'Agence du médicament. Et finalement, donc, un rapport INSERM, vous voyez, donc, en 2012-2013. Et vous voyez, donc, on considère que 5% donc, d'abus et donc 1 à 2% de dépendance dans la population générale, mais en fait, on considère que dans certains sous-groupes, ça pourrait atteindre 9-10%, voire 50% lorsqu'il existe une problématique psychiatrique sous-jacente. Voilà. Alors, juste pour faire le lien avec tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, finalement, je vous présente un monsieur, un individu, et autour de lui, finalement, l'environnement. Et on vous a expliqué depuis ce matin, finalement, que l'addiction résulte finalement d'une interaction entre l'individu et son environnement. Et vous voyez qu'autour de cet individu, plein d'addictions, finalement, possibles, ou de comportements possibles qui peuvent devenir une addiction. Et finalement, donc, vous voyez, chacun d'entre nous a des relations différentes avec ses différents usages, ses différents comportements. Et finalement, il y a pathologie lorsqu'on va dépasser la limite. Et effectivement, l'addiction, c'est une pathologie des limites. Et là, c'était juste pour montrer l'alternance jour-nuit, car effectivement, lorsqu'on dort moins, on est plus à risque aussi d'addiction. Eh bien, vous voyez, finalement, donc, le trouble du comportement, à partir de quand il est pathologique, à partir de quand il pose problème, eh bien, la juste mesure, finalement, on a une relation différentielle en fonction de ces différents produits aussi, puisqu'on va voir, eh bien, c'est une question d'aménagement, d'ajustement de sa vie, d'adaptation, finalement. Et l'avantage du médicament, eh bien, il représente un moyen accessible, rapide, qui permet justement d'apporter cette adaptation, avec des objectifs, là aussi, propres à chacun, que ce soit de manière festive ou de manière anxiolytique, hypnotique, etc. Et vous voyez finalement, donc, on ne voit pas très bien, hein, donc les consommations sont élevées, on va voir que les responsabilités finalement de cette consommation, eh bien, elles sont partagées et qu'il existe finalement une frontière floue entre un usage et un mésusage et finalement on voit que le problème n'est pas très bien connu finalement malgré des chiffres assez impressionnants. Alors, donc on voit une banalisation précoce. C'est évident qu'une banalisation précoce sur un cerveau immature, ça a été dit plusieurs fois dans la journée, potentiellement c'est à risque de développer plus tard finalement des troubles addictifs, et ça on le sait notamment avec les opiacés, mais pas uniquement. Alors là, je vous montre finalement quelqu'un qui développe une addiction médicamenteuse. Vous voyez, il a dépassé la limite. Mais lorsqu'on contrôle une addiction, eh bien, à un moment donné, ça peut, on va le voir, pouf, basculer sur une autre, puisque c'est une signature comportementale. Ça peut être en même temps, ça peut être de manière successive. Et puis, hop, les comportements alimentaires qui sont un grand classique. Finalement, plus on recherche finalement donc des troubles comportementaux ou des usages de type compulsif, plus on va les retrouver. Et finalement, il faut être relativement systématique dans l'évaluation du patient, notamment pour les médicaments. Alors, vous voyez finalement, donc des médicaments, on en a énormément. Et
parmi les médicaments qui posent problème, donc dans les médicaments qui ont des activités, donc des propriétés psychoactives et qui sont potentiellement addictogènes, eh bien nous avons les benzodiazépines et les morphiniques notamment qui sont les plus problématiques. Eh bien, pour montrer que finalement les médicaments ils sont à cheval entre ce qu'on a évoqué depuis ce matin avec les produits illicites et l'alcool tout à l'heure, eh bien vous avez les benzodiazépines qui agissent sur le même récepteur que l'alcool, récepteur GABA-A, et puis bien entendu les médicaments antalgiques, les morphiniques, qui agissent sur les mêmes récepteurs que l'héroïne. Donc finalement, on va avoir donc des produits qui jouent dans les deux camps, finalement, et vont être utilisés aussi bien par des consommateurs de produits licites et des non-consommateurs, et voyez avec des voies d'utilisation qui sont là aussi variables, la voie orale, la voie intraveineuse, la voie nasale, etc. Et du coup, on va retrouver des effets, ils vont partager finalement à la fois des effets et des modes de consommation, à la fois de l'alcool et des produits illicites. Alors, il est évident que lorsqu'en plus les conditions environnementales sont abominables, eh bien on comprend tout à fait que pour pouvoir tolérer, accepter cette situation difficile, il y a une polyconsommation. Donc c'est une question de survie, vous le voyez. Et finalement, donc on parle de juste mesure, c'est qu'à un moment donné, un comportement va dépasser, bien entendu, un certain nombre de perturbations et qui fait qu'on va revenir, donc arriver progressivement dans un trouble addictif. Et finalement, donc à partir de quand on va parler de pathologie, tout dépend où on se situe, bien entendu, dans ce continuum. Alors, pour pouvoir évaluer justement donc, le médicament en France, on a un dispositif assez original, unique en Europe, qui est le dispositif des CEIP Addictovigilance, voyez, qui va donc à travers 13 centres répartis sur la France surveiller régulièrement donc, les médicaments, surveiller pour sécuriser les médicaments, car effectivement les médicaments sont nos amis, donc ils sont là pour nous aider, et dans certains cas, vous l'avez compris, eh bien ça peut poser problème. Alors, justement, pour pouvoir donc, évaluer cette dangerosité, ces problèmes que peuvent poser les médicaments, eh bien, il y a donc différentes enquêtes et tout ça va permettre ensuite de pouvoir prendre des décisions qui vont permettre là aussi de sécuriser le médicament. Et il y a un certain nombre d'expériences qui montrent que sur la base des informations qu'on a recueillies, on a pu sécuriser donc, certaines prescriptions ou certaines dérives d'utilisation, encore une fois, au bénéfice des patients ou des usagers. Alors, il existe différentes situations, bien entendu. On a ceux qui développent une dépendance à dose normale, ceux qui développent une dépendance à dose très élevée, et puis les usagers de produits licites. Ceux qui développent une dépendance à dose normale sont finalement les plus nombreux. Et vous voyez que, encore une fois, les médecins généralistes vont être finalement pointés du doigt, mais quelque part c'est normal puisqu'ils sont en première ligne. C'est eux qui vont accueillir la souffrance des patients. Et vous voyez que finalement, dans un nombre important de fois, c'est eux qui vont prescrire les benzodiazépines, les morphiniques. Or, aujourd'hui, on voit que cette prescription se fait de manière peu prudente, en dehors des indications, y compris sur des situations vulnérables, car on sait que lorsqu'il existe une pathologie psychiatrique sous-jacente, le risque de développer une addiction est plus important. Donc une surprescription, et ce qui fait défaut, là on le voit bien, c'est que les médecins généralistes n'ont pas suffisamment donc, de formation par rapport à ces médicaments et surtout par rapport à la problématique addictive. Une insuffisance de conseil aussi donc, lors de la prescription par le médecin et encore plus par le pharmacien, où finalement donc, on voit que les patients vont finalement poursuivre ces consommations pendant des mois, voire des années, alors que vous le savez que pour les benzodiazépines, elles ont été limitées à 4 semaines ou 12 semaines selon le caractère hypnotique ou anxiolytique. Concernant les consommateurs de produits licites, c'est encore pire, puisque vous voyez finalement donc, les médicaments sont très présents, très consommés et finalement donc, mélangés avec d'autres produits. Et en plus, ils ont une image positive, une image faussement rassurante. Alors vous allez voir que les conséquences sont relativement nombreuses. Et vous voyez que ça représente même parfois donc, les produits dominants. 2/3 des produits sont des médicaments. Plus de 50% des produits injectés sont des médicaments dont la buprenorphine. Et vous voyez que le mésusage est maximal et on voit que lorsqu'il y a une utilisation de benzodiazépines, c'est surtout lorsqu'il y a un polyusage, donc un usage intraveineux, une pathologie psychiatrique sous-jacente et une grande précarité sociale. Alors, effectivement, par exemple, pour la buprenorphine, ça a été, on a vu, on l'a dit, on ne va pas redire les chiffres qui ont été indiqués ce matin, l'expérience à la française qui a été vraiment payante avec la buprenorphine prescrite facilement par les médecins généralistes, mais un écueil important, bien entendu, un mésusage intraveineux, un mésusage nasal et des détournements considérés jusqu'à 20-25% des prescriptions.
Et vous voyez, donc, les patients qui sont sous médicaments de substitution ont des consommations importantes de médicaments. Et la question qui peut se poser, c'est finalement si les médicaments de substitution tels qu'ils sont prescrits le sont de manière pertinente, efficace, car on le sait très bien, lorsque les patients sont sous-dosés, eh bien, ça favorise finalement des prescriptions de compensation, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec l'image où on passe d'un produit à l'autre. Et le problème, bien entendu, avec les médicaments, avec les morphiniques notamment, c'est la dangerosité en termes de dépression respiratoire, et ça a été évoqué ce matin avec la méthadone. Vous voyez donc une augmentation régulière des cas. Et ce que l'on sait, c'est que finalement, lorsqu'en France on meurt, on n'a pas les éléments d'identification, on ne peut pas savoir, mais sur la base d'une étude suédoise, ça ne veut pas marcher, ça y est. Eh bien, on s'aperçoit que c'est lorsque finalement la méthadone, c'est une méthadone de rue, c'était des patients qui n'étaient pas supervisés. Ce qui veut dire que les médicaments sont sûrs à partir du moment où ils sont prescrits correctement, à partir du moment où il y a une supervision, et à partir du moment où finalement le patient n'est plus dans ce cadrage qui permet de le sécuriser, eh bien on se retrouve, vous voyez, avec des overdoses. Alors, vous voyez que les médicaments, finalement, lorsque vous les associez, eh bien, vous contribuez bien entendu à cette dangerosité, et on voit finalement que là aussi les morts sont dues à des mélanges avec les benzodiazépines, avec l'alcool qu'on retrouve. On n'a pas... 4 minutes. Ah oui, c'est bref. Donc, on va avancer. Ça surprend, oui, c'est ça. Alors, juste pour vous dire... Une chose importante, c'est que les intoxications médicamenteuses volontaires, je parle de suicide. Pourquoi ? En France, on se suicide beaucoup, 10 000 décès, 200 000 tentatives de suicide, plus de 80% sont des médicaments, les 2/3 ce sont des benzodiazépines, le coût est assez élevé, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup des intoxications de tentatives de suicide sont des intoxications médicamenteuses volontaires sans intention suicidaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont des similitudes comportementales, finalement, à ce qui se passe avec l'alcool. Et aujourd'hui, on peut penser qu'il existe finalement donc un certain nombre de ces intoxications médicamenteuses volontaires qui sont des sortes de binge drinking ou des binge drugging, des cuites médicamenteuses. Et il est donc important de les repérer, puisqu'on sait qu'il y a des applications thérapeutiques, et notamment une prise en charge addictologique qui est à ce moment-là beaucoup plus pertinente. Alors, juste pour avancer, le problème de sulfate de morphine, qui a été évoqué aussi ce matin, juste pour faire simple, c'est qu'il existe effectivement une hétérogénéité d'accès vis-à-vis de ces médicaments de substitution, mais le problème le plus important, et ce qui a été révélé notamment par le rapport IGAS, eh bien, c'est notamment des pratiques extrêmement hétérogènes dans la prise en charge des patients, notamment dans l'évaluation des patients, notamment dans l'évaluation psychiatrique, des comorbidités, des coaddictions, et du coup, forcément, ça pose problème. Et justement, comme il existe, on va dire, un cadre réglementaire assez imprécis vis-à-vis de ces sulfates de morphine, eh bien, on se retrouve là aussi avec une utilisation parfois finalement pas très rigoureuse et qui peut être très problématique. Et on voit qu'il y a une prédominance de cette prescription dans une zone centrale de la France. Alors, juste pour vous montrer donc, que les conséquences sont nombreuses, et pourtant, malgré cette épidémiologie importante, vous voyez que finalement, eh bien, on connaît très mal, c'est très mal évalué. Donc, vous voyez qu'il reste beaucoup de travail finalement concernant les addictions médicamenteuses et leur évaluation. Et pourtant, vous voyez que finalement, lorsqu'on prend en charge les patients, quels que soient les produits, quel que soit le nombre de produits, l'objectif, ce que l'on veut, c'est finalement donc un objectif fonctionnel, restaurer l'autonomie fonctionnelle, l'autonomie sociale, la qualité de vie. Et pour ça, eh bien finalement, là aussi, ça a été évoqué plusieurs fois ce matin, l'importance du social, il est majeur. L'objectif, c'est permettre à l'individu de retrouver sa place dans la société, retrouver ses capacités d'autonomie. Et pour ça, eh bien, il faut mettre en place un projet de soins à la carte qui prend en compte, bien entendu, les difficultés du patient, qui va proposer effectivement des choix, des alternatives, car l'objectif, c'est lui permettre d'avancer. Et ça a été évoqué ce matin, finalement, donc l'usager expert, eh bien nous, on a développé un programme d'éducation thérapeutique pour l'entourage, parce que l'entourage est souvent en difficulté, le programme ETAP, qui est un programme d'éducation thérapeutique pour l'entourage, et qui permet là aussi donc, de leur apporter des connaissances et des compétences pour justement accompagner de la manière la plus pertinente, parce que ça a été dit, on peut avoir soit un entourage protecteur, soit un entourage délétère. Et on est en train de le développer, et on a donc des entourages experts qui participent à ce programme et qui bénéficient, vous voyez, donc d'un soutien, un triple soutien, RS Fondation de France et Mildeka. Malheureusement, si donc finalement ce projet de soins intégratif eh bien, apparaissait plutôt donc, intéressant, finalement son application est clairement insuffisante actuellement sur le terrain. Alors, vous voyez que
là j'ai mis trop, très, eh bien il faut proposer plus. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir proposer effectivement des choix, des alternatives pour permettre finalement aux patients d'avancer finalement dans les différentes prises en charge. Et là, vous avez finalement l'ensemble des stratégies qui peuvent être proposées, notamment pour les addictions aux opiacés, donc une offre plus complète, des soins plus personnalisés. Et finalement, c'est beaucoup plus facile finalement de construire quelque chose avec une mallette à outils bien fournie plutôt qu'avec 2 outils simplement. Et encore une fois, vous voyez que lorsqu'il y a une polyconsommation, ça traduit une précarité à la fois psychique, sociale et environnementale. Et il est évident que la prise en charge uniquement médicamenteuse, c'est qu'un tout petit aspect de la prise en charge, on est d'accord. Je vais vous demander de conclure. Ça, c'est quasiment fini. Et juste pour montrer, vous voyez qu'il est très important, là aussi, pour adapter le traitement, pouvoir évaluer les contrôles qui sont souvent vécus comme pénalisants, culpabilisants. Finalement, on n'a pas cette question lorsqu'on monte sur une balance ou lorsqu'on prend sa tension artérielle. Eh bien, il faudrait que ça soit pareil pour les addictions. Malheureusement, vous voyez que tout ça donc, nécessite finalement à nouveau des discussions. La conférence de consensus est trop ancienne, il faut la faire évoluer. Et voyez mes recommandations, elles arrivent. Donc, pour faire simple, 1, il faut mener des études épidémiologiques, car très clairement, on a une très mauvaise connaissance de ce qui se passe actuellement. 2, il faut bien entendu sensibiliser la population. Cette banalisation du médicament est excessive et potentiellement dangereuse. Il faut absolument former les professionnels, améliorer leurs compétences, non seulement en médecine générale, mais y compris dans les centres d'addictologie. Ça a été évoqué aujourd'hui, il y a une hétérogénéité de compétences. Et puis, donc, améliorer globalement ces prises en charge complexes. Et enfin, vous avez vu qu'avec le médicament, eh bien, c'est une histoire d'équilibre. Et j'espère vous avoir convaincu. Je vous remercie. Merci. Merci. Les questions de la salle, la commission d'audition tout d'abord. Donc, Éric Doudet, professeur Sicard. On va prendre les 2 questions, puis vous y répondrez ensuite. Une question courte aussi par rapport aux chiffres que vous donnez de décès par rapport au MSO, essentiellement dans un cadre de marché noir. Est-ce qu'on peut faire le lien avec la rareté ou la pauvreté en France des systèmes de bas seuil? Alors, professeur Sicard, vous posez votre question. Oui, allez-y. Oui. L'addiction médicamenteuse bénéficie théoriquement en France d'une évaluation par consommation par la CNAM. On sait au comprimé près celui qui est consommé. Donc au fond, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'alerte à partir des données de la CNAM? Alors, pour répondre aux différentes questions, il est évident que les informations, bien entendu, parmi toutes les informations qui ont été communiquées, y compris dans le rapport, il y a des choses qui viennent aussi, bien entendu, des données donc, de l'assurance maladie. Là aussi, donc, l'assurance maladie, elle a des seuils d'alerte, hein, bien entendu, qui permettent de savoir à quel moment donc, ça pose problème. Après, il y a toute une analyse, bien entendu, qu'il faut mener sur les données, soit les données, donc il y a les données EGB, il y a les données donc TS, donc qui permettent donc d'avoir une durée un peu plus courte, mais ça nécessite effectivement un travail spécifique pour aller vérifier ce qui s'y passe réellement. Donc on n'a pas toutes ces données actuellement. Il faut après demander spécifiquement finalement ce qui se passe avec tel ou tel médicament. Donc il faut faire une requête. Et en ce qui concerne maintenant donc les problèmes bas seuil, là aussi il existe une très grande hétérogénéité. C'est vrai que ce qui a été indiqué aussi dans le rapport IGAS, c'est-à-dire qu'il existe, en fonction des structures, parfois des stratégies de prise en charge qui sont de haut seuil, de trop haut seuil par rapport à certaines populations qui mériteraient finalement donc une prise en charge, on va dire, plus adaptée à leurs difficultés justement pour s'intégrer dans un cadre trop restrictif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évoluer. Je pense qu'il y a une mauvaise connaissance aujourd'hui de l'addictologie, cette vision globale, cette vision avec un continuum qui vise donc à avoir une image très globale de la prise en charge. Je pense qu'il y a un gros travail de terrain pour améliorer ces prises en charge. Alors, Madame Bernard et Xavier Aknin. On va prendre les 2 questions. Oui, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Sicard, compte tenu des informations de la CNAM, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait être intéressant qu'il y ait des messages qui arrivent aux prescripteurs quand éventuellement il est amené à faire des renouvellements de prescriptions, donc des prescriptions de longue durée, en particulier chez les personnes âgées, avec les problèmes de chute, etc. Et du coup, de trouver les modalités d'avoir une information adaptée au prescripteur au moment où il prescrit. Parce que la formation,
On est très souvent en train de demander de renforcer la formation des professionnels de santé. Il y a probablement aussi à voir comment on peut mettre à leur disposition l'information utile au moment où ils en ont Alors, vous besoin. avez raison. Je pense qu'il faut être d'abord pragmatique. Là aussi, quand on demande de renforcer une formation, il ne faut pas faire tout azimut, mais des choses qui ont effectivement un impact. Et ce que je n'ai pas pu dire, parce que le temps était court, il est vraiment très important de travailler en réseau. Et nous, notamment à Grenoble, on interagit avec l'assurance maladie, comme on interagit avec la dictovigilance. Et l'objectif, encore une fois, c'est sécuriser finalement donc, le soin. Et donc, on peut tout à fait donc, interagir avec le médecin conseil, comme on peut effectivement solliciter aussi l'assurance maladie pour qu'elle mette en place des mesures pour nous aider là aussi dans la prise en charge des patients. Donc on peut imaginer plein de choses, après à voir du côté de l'assurance maladie ce qui peut être mis en place de manière effective. Alors, docteur Caméraire, docteur Aknin. Alors, très rapidement, vous avez cité tout à l'heure le dextrométhorphane et l'association codéine-paracétamol. Pensez-vous qu'il est toujours judicieux de maintenir le dextrométhorphane en vente libre en pharmacie ainsi que la codéine, sachant qu'on a de plus en plus d'intoxications aiguës de lycéens en particulier avec le dextrométhorphane actuellement? Alors, on voit. Et le deuxième oui. point, c'est l'association codéine-paracétamol qui est dangereuse à cause de la consommation de paracétamol qui donne une toxicité hépatique. Donc, je pense que vous l'avez sous-entendu. Oui. On va laisser le docteur Aknin poser sa question. Vous répondrez aux deux. Ça nous gagnerait un peu de temps. Merci. J'avais la même première question. Il faut associer cétirizine et les antihistaminiques que prennent un certain nombre de jeunes associés à la codéine. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce type de nouvelle conduite? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est vous avez évoqué le chiffre de 39% de mésusages par rapport aux médicaments de substitution aux opiacés, qui correspondent pour beaucoup à des mésusages de buprenorphine au dosage. Donc ne pensez-vous pas que pour pouvoir résorber ce taux et fortement le diminuer, que la mise en place d'une primo-prescription de la méthadone en ville par des médecins généralistes formés et entraînés permettrait finalement de réduire ce mésusage, parce que bien souvent ça correspond à des patients qui ne veulent pas aller au XAPA pour tout un tas de raisons et qui restent finalement chez leur médecin généraliste avec un abus de buprenorphine au dosage. Alors, merci pour ces 3 questions. Bien entendu, donc, concernant des médicaments... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez fait allusion à des médicaments en vente libre. Et là aussi, vous voyez qu'il y a un message faussement rassurant, le fait qu'un médicament soit vendu en vente libre, finalement, est sans risque. Or, vous l'avez très bien décrit, le paracétamol codéine, aujourd'hui, le paracétamol est la première cause de greffe hépatique en France. Alors, le fait d'avoir limité les conditionnements, ça a été un élément qui a limité, bien entendu, les conséquences, alors que les pays anglo-saxons, justement, ont des conditionnements plus importants et se rendent compte l'intérêt, voyez, donc de ce réduction de conditionnement ou de délivrance fractionnée. Donc on voit que la délivrance fractionnée est une stratégie qui marche, notamment donc en cas de mésusage. Aujourd'hui, elle existe pour les médicaments de substitution. Elle n'est pas actuellement, donc on ne peut pas la faire facilement. On peut le faire que si on arrive à se mettre d'accord avec le pharmacien pour qu'il accepte, et c'est pas toujours facile, je peux vous dire. Donc voilà. Donc maintenant, c'est une question de compromis par rapport au paracétamol. Maintenant, concernant le dextrométhorphane, eh bien, c'est effectivement une problématique qui nous vient des États-Unis avec ces jeunes qui consomment de manière excessive donc ces sirops, donc c'est une sorte de kétamine du pauvre, comme on a la même chose aujourd'hui avec le mélange codéine et antihistaminique, où on se retrouve là aussi avec des situations donc problématiques. Et je pense que lorsque finalement on a des médicaments qui en termes de balance bénéfice-risque n'apportent pas grand-chose, eh bien c'est l'occasion, je pense, de faire un peu le tri dans la pharmacopée française. Enfin, concernant donc la buprenorphine, l'addiction donc aux opiacés ne se résume pas à la prise en charge par un médicament. Il est évident que finalement c'est une prise en charge beaucoup plus complexe. Moi j'ai des patients qui m'avaient été adressés finalement pour passer à la méthadone, et tout simplement en vérifiant comment ils prenaient déjà la buprenorphine et puis les problèmes associés qui n'ont été absolument pas pris en compte, on s'aperçoit finalement que la buprenorphine est extrêmement efficace. Donc avant, si vous voulez, de déplacer le problème d'un produit à un autre, je pense qu'il est extrêmement important. Nous sommes des cliniciens, nous sommes avant tout des cliniciens. Il est donc important d'avoir une évaluation précise, et c'est ce qui fait souvent défaut donc, en addictologie actuellement. Merci. Donc le docteur Charbonnel et monsieur. Est-ce que vous avez une évaluation de l'impact de la suppression du Rohypnol
qui fut à l'époque et avant la buprenorphine le produit probablement le plus utilisé et largement promu par le laboratoire Roche à l'époque. Est-ce que finalement la suppression de ce produit a changé quelque chose ? Alors là aussi, vous voyez, donc c'est une question d'équilibre. Lorsque le flunitrazepam a été donc d'abord, on va dire, modifié, restreint dans sa prescription de délivrance, et ensuite il a été retiré pour des raisons commerciales, ça a basculé effectivement sur le clonazepam et semble-t-il aussi sur le tétrazépam. Alors, on peut penser que la raison, c'est que ces deux benzodiazépines n'avaient pas de limite de durée de prescription comme on a avec les benzodiazépines anxiolytiques et hypnotiques où c'est 4 et 12 semaines. Donc, mais ceci dit, maintenant le tétrazépam a été retiré, le clonazepam a été aujourd'hui donc limité, donc ce sont les neurologues, les pédiatres, donc sur ordonnance sécurisée, et aujourd'hui les autres benzodiazépines qu'on voit monter, c'est finalement le Valium et oxazepam. Donc finalement, on ne fait que déplacer le problème. Donc ce qui veut dire que bien entendu, vous voyez bien quand je vous ai montré donc le cercle, il faut plutôt se poser la question pourquoi un individu a besoin de consommer et encore une fois pourquoi il a besoin de ça finalement donc dans son aménagement de vie et peut-être c'est dans ce type de questions qu'on va pouvoir l'aider différemment qu'à travers des produits. Monsieur, et après on prendra les questions des internautes. Hein. Oui, on ne vous entend pas. Il est fermé peut-être. Ils sont extrêmement consommés actuellement, notamment chez les grands adolescents. Je ne veux pas le citer ici. Peut-être switcher avec un autre micro parce que là, effectivement, on ne vous entend pas. Oui, il y a un certain nombre de ces médicaments qu'on peut acquérir très facilement sur Internet. Et une grande école qu'on ne va pas citer, qui se trouve à Lyon, a fait une enquête sur ce sujet. Donc ce sont des garçons et des filles qui ont intégré une grande école. Donc ils ne viennent pas uniquement d'un milieu précaire et défavorisé socialement, vous voyez ce que je veux dire. Et près de 17% consomment ces produits achetés hors officine. Alors, évidemment, donc, le phénomène existe. On n'a pas de visibilité précise. On sait que ça augmente, que le phénomène de l'achat sur Internet, ça a été évalué donc, dans les différentes enquêtes de l'OFDT. Ils ont posé la question, savoir si finalement l'approvisionnement se faisait sur Internet. Finalement, la grande majorité des acquisitions de médicaments se font par prescription, hein, y compris chez les consommateurs de produits licites. Mais c'est vrai que le marché Internet est en train de se développer de plus en plus. Le problème, c'est que lorsque vous achetez sur Internet, on ne sait pas très bien ce qu'on achète. Et aujourd'hui, même si les Français y sont allés, ils n'ont pas très confiance finalement dans les produits qu'ils y trouvent. Alors par contre, effectivement, parfois les jeunes, on va dire, se projettent un petit peu moins loin et ont des passages à l'acte un peu plus impulsifs et du coup, forcément, des consommations. Oui. Alors, quand je disais dans les aménagements de vie, c'est aussi bien entendu, pour être capable, dans une société, on va dire, de la performance aussi, de tenir, on va dire, effectivement. Donc, vous voyez, dans l'aménagement, peut-être dans un sens comme dans l'autre. Donc, aussi bien l'aspect festif que l'aspect, on va dire, voilà, être plus performant. Absolument. Alors, les questions sur les réseaux sociaux ? Alors, je les rapporte tout simplement. Hein. Oui. Donc, la première chose, c'est pourquoi cette différence de représentation par rapport à des addictions aux médicaments, par rapport aux autres addictions, drogue, alcool, tabac, etc., au regard des chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Alors, tout simplement, ce qui détermine une addiction... Questions. Avant de répondre, on va prendre toutes les questions, puis vous y répondrez, et on aura terminé pour cette sixième question. Je ne sais pas le formuler sous forme de question, ou alors ça va être un peu cru. C'est le poids du lobby pharmaceutique aussi. Ah ben, c'est sûr qu'à partir du moment où un médicament est très présent, pour différentes raisons, vous facilitez l'addiction. Ce qui détermine bien entendu l'addiction à un produit, c'est sa disponibilité. Plus un produit est disponible, plus finalement vous allez favoriser finalement, donc on va dire un usage, voire un mésusage, et donc du coup une addiction. Voilà. Ok. Donc on va terminer pour cette sixième question. Merci. Donc, dernière question de cette deuxième partie de l'audition publique avec Patricia Carrieri, qui est ingénieure de recherche à l'INSERM Marseille.
Comment organiser et soutenir des recherches et des évaluations multidisciplinaires dans le domaine de la réduction des risques et des dommages qui aident le développement des pratiques d'une part et qui tiennent compte de ce qui est déjà étudié à l'étranger d'autre part? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Donc, vous voyez la question assez complexe. Donc, il me semblait nécessaire, si je ne me trompe pas. Alors, c'était avancer. Super. Voilà. Il me semblait intéressant de pouvoir décliner cette question en plusieurs sous-questions parce que c'est très difficile de les traiter tout en même temps. Et finalement, on veut parler surtout des leviers de la recherche à la réduction des risques et des dommages, l'intégration des expériences étrangères dans l'organisation de la recherche, ce qui se fait presque toujours, la question du soutien et une question particulièrement importante, c'est les transferts de résultats à la pratique courante. Et je vais enfin terminer avec des recommandations et des priorités de recherche. Donc, les leviers de la recherche dans ce domaine viennent pratiquement par des constats sanitaires ou socio-économiques. Donc, il peut s'agir d'une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses liées à l'usage des drogues, mais également d'une augmentation des incarcérations, de la délinquance, etc. En général, ces constats sont pratiquement signalés par les communautés qui sont concernées. Et en général, il y a aussi une action qui est mise en place. Mais la recherche, parfois, peut intervenir pour évaluer ce type d'action. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met en place des recherches dans ces domaines, les critères de jugement d'efficacité de l'action sont exactement les constats qu'on a vus au début. Et je vais vous montrer ensuite certains exemples. En général, quand il y a une crise sanitaire ou socio-économique, il y a une impulsion d'une réponse globale à travers une série d'interventions et qui, en général, intègre aussi une évaluation scientifique. Alors, un exemple, par exemple, a été le cas de je pense que vous vous rappelez, en 1994, la célèbre prévalence très élevée du VIH chez les usagers des drogues, avec toute une série de mesures mises en place de façon temporaire, de façon pas temporaire, de façon définitive, assez rapide, de façon simultanée, avec des mesures connues être efficaces grâce à la littérature étrangère, sauf une, la buprenorphine. Et la buprenorphine a été une innovation non seulement en termes de produits, mais en termes de façon de l'administrer, parce qu'elle est rentrée directement en médecine de ville. Alors, la recherche s'est organisée quand la buprenorphine est arrivée. En fait, il y a eu deux études. Une étude sous Basure qui a été financée par la MILDECA et une étude Manif 2000 qui a été financée par la NRS et SIDAction. Et ces deux études ont permis d'évaluer les bénéfices de la buprenorphine chez des usagers suivis en ville, mais également dans le domaine du VIH, parce qu'en fait, la buprenorphine permettait d'assurer une observance et une réponse virologique soutenue. Et ce sont ces résultats qui ont participé en fait, à la définition de la buprenorphine comme médicament essentiel. Donc, ce sont des résultats français, donc nous sommes très fiers. Et il y a eu aussi d'autres situations, par exemple l'hépatite C. L'hépatite C a été un constat. Il y a toute une série de recherches qui ont été mises en place, qui font partie du plan hépatite également, comme la méthadone en ville et l'accompagnement en injection. Et justement, je vais vous parler de l'accompagnement à l'injection comme un exemple de comment organiser une recherche. Et donc, il y a un constat. Le VIH-C est très élevé. On a des pratiques à risque et aussi des problèmes associés à l'injection. Et donc, il y a une réponse de type communautaire qui se met en place de façon un peu, pas de façon homogène, mais à travers l'initiative des acteurs de terrain. Donc, c'est l'accompagnement à l'injection. Et à ce point, il y a une recherche qui s'est mise en place en collaboration avec les acteurs communautaires, en particulier Médecins du Monde Aide, qui a été financée par la NRS et qui c'est AERLI. Et cette recherche a été caractérisée par un groupe d'exposés à l'intervention qui a été comparé à un groupe de non-exposés, qui ont été suivis pendant un an pour voir les bénéfices à long terme. Et les résultats ont montré en fait une diminution des pratiques à risque de transmission du VIH-C et aussi des complications liées à l'injection, comme ce matin a été évoqué, tout à l'heure a été évoqué. Mais également, plus récemment, nous avons aussi des résultats autour d'un meilleur accès au dépistage de l'hépatite C. Or, la chose intéressante de ces processus, c'est qu'à travers une évaluation de type scientifique, nous avons eu des conséquences aussi en termes de changement de la loi de santé.
Donc, d'un coup, Airly, grâce en fait, à l'action, à la participation et à la recherche, a permis d'être inscrite dans cette loi, et il y aura sûrement un développement de ces pratiques dans d'autres contextes. Donc, cet exemple a été utilisé pour montrer les 3 éléments clés en fait, de recherche dans le domaine de la RDRD. Par exemple, le premier point, c'est la définition des critères d'efficacité dans ce domaine. La présence d'un suivi longitudinal pour pouvoir apprécier ce qui se passe sur le long terme. On l'a évoqué aussi ce matin par rapport à la cigarette électronique. Et un groupe de non-exposés, les groupes contrôle, parce que vous savez bien que nos usagers fréquentent les sites basse-seuil souvent, et il peut y avoir une influence de la fréquentation. Donc on a besoin d'avoir quand même une évolution, de vérifier vraiment si notre intervention change au cours du temps par rapport à un groupe qui fréquente ces dispositifs. L'intégration des expériences étrangères s'est fait toujours dans la recherche. Par exemple, dans l'étude Métaville a été faite quand on a établi les cadres de prescription, parce qu'on voulait un cadre qui pouvait sécuriser la primo-prescription en bile, donc avec toute une série de règles qui ont été tirées des expériences étrangères. Et également pour la mise en place de la cohorte 1000 DK Cosinus, qui permettra d'évaluer les salles de consommation à moindre risque, nous avons utilisé un modèle de Vancouver, et on va comparer pratiquement les personnes qui sont exposées à la salle et qui ne sont pas exposées. Pour la buprenorphine injectable, le discours est différent. Par exemple, sur les traitements injectables, en particulier l'héroïne médicalisée, nous savons beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'essais. Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à faire. En même temps, pour la buprenorphine injectable, il n'y avait rien. Et surtout, il y avait une exigence, il y avait un besoin des personnes concernées d'un traitement injectable par buprenorphine. Et donc, c'est pour ça que j'arrive à l'organisation de la recherche. Quand on organise la recherche dans ces domaines, on est absolument obligé de mélanger les savoirs scientifiques et académiques avec les savoirs communautaires. Quand je parle des communautaires, je ne parle pas seulement des usagers des drogues ou des pairs, mais je parle de toutes les personnes qui sont engagées dans la réduction des risques et des dommages, personnel de santé, psychologues, infirmiers, toutes les personnes. Donc, en fait, ont une véritable connaissance du phénomène direct. 2 exemples pour vous dire comment on peut mélanger ces deux types d'approches. Un exemple vient de l'étranger, c'est les interventions de naloxone aux États-Unis, où en effet on a vu besoin d'un certain nombre de savoirs académiques, en particulier en pharmacologie, parce que pour choisir entre la version inhalable ou injectable, savoir qu'en fait, il y a des situations où il risque d'être moins efficace, par exemple quand l'overdose implique la buprenorphine comme un médicament, et surtout savoir à quelle personne, à quelle population s'orienter, vers quelle population aller. Et évidemment, on a besoin des savoirs communautaires pour mettre en place tout ça, et c'est ce qui a été fait. Et un autre exemple, ça peut sembler paradoxal, c'est la modélisation mathématique et statistique de l'hépatite C, où, par exemple, on veut voir le rôle qui peut jouer le traitement pour l'hépatite C comme outil de réduction des risques. Or, pour mettre en place ce type de modélisation, nous avons besoin d'un certain nombre de savoirs communautaires aussi, pour savoir un peu est-ce que qui sont les personnes qui sont substituées dans les services, est-ce qu'il y aurait un certain nombre de personnes qui seraient disposées à initier un traitement. Donc il y a toute une série de choses. On a besoin de proportions à rentrer dans ces modèles qu'on n'a pas en général, et c'est les savoirs communautaires qui les fournissent. Donc, en termes de soutien, donc la troisième question, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. On sait bien qu'il faut un soutien économique et politique. Parfois, on n'a aucun des deux. Mais c'est intéressant de savoir la place de la recherche aussi dans ce soutien. Par exemple, l'exemple des programmes d'échange de seringues il y a longtemps nous a montré que ces programmes d'échange de seringues ont été mis en place parce qu'il y avait une littérature étrangère déjà qui montrait l'efficacité sur le VIH. Par contre, ils sont venus avant la loi. Pour Airly, il y avait des initiatives qui commençaient, il y a eu une mise en place de l'intervention, d'une recherche, et ensuite un changement de la loi. Et donc, disons que ce type d'approche était un peu différent. En tout cas, ce que je pense à titre personnel, que même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, on a besoin d'améliorer la coopération entre organismes financeurs, parce qu'on a besoin, en fait, des gros projets pour pouvoir répondre à des grandes questions. Et je vais en parler après. Donc, pour ce qui concerne le transfert des résultats à la pratique courante, il y a plusieurs moyens.
Il y a des changements législatifs et il y a les rédactions de recommandations de bonnes pratiques et de la formation, comme ça a été fait dans le cas des prisons. Hein. L'étude ANRS Pride qui a mis en évidence un accès limité à la réduction des risques en prison. Il y a le cas aussi de la diffusion de l'information à vaste échelle. Ce matin a été évoqué la PrEP, l'étude Hypergay qui a mis en évidence l'efficacité du traitement antirétroviral pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes sous la prévention du VIH. Et maintenant, grâce à la diffusion de l'information, tout le monde le pratique. Il y a aussi l'histoire des métavilles. En fait, il y a un groupe de réflexion autour, j'appellerais post-métaville, qui réfléchit sur le transfert. Il y a des propositions et j'espère que les choses vont avancer. Et la chose la plus classique, la diffusion d'une pratique ou d'une intervention à travers les réseaux associatifs, ce qui a été le cas, par exemple, pour la naloxone. Donc, maintenant, je vais parler un peu des missed opportunities. Cet après-midi ont été un peu évoqués et je trouve que, quand même, je reviens sur la cigarette électronique. Ah, la cigarette électronique. Donc, je trouve qu'on a vraiment... on avait un vrai problème d'absence d'évaluation en France correcte. Quand je dis correcte, je parle... Il ne marche plus. Il ne marche plus. Ouais. Non, je vais mettre là. Quand je parle des corrects, je parle essentiellement de quelque chose qui a été randomisé, une cohorte, avec des personnes qui sont intéressées à l'arrêt, et pas seulement des personnes qui l'utilisent de façon sporadique pour diminuer leur consommation de cigarettes et pour payer moins, avoir un budget plus bas. Donc disons que ce n'est pas ça l'objectif, on a vraiment besoin de quelque chose. On a des méta-analyses, comme on a dit Minestrone, mais la situation est qu'on a eu une baisse de la vente de cigarettes au moment de la cigarette électronique, beaucoup de contradictions, beaucoup de prudence, et finalement, le tabagisme récemment a recommencé. On a des chiffres de l'OFDT, on est parmi les seuls 3 pays d'Europe où le tabagisme a recommencé, très très récemment. 3 minutes. Oh, j'ai fini. Donc le deuxième point est le cannabis thérapeutique avec des objectifs de réduction des risques et des dommages. En particulier, il y a un peu de littérature qui commence à être, en vérité, en train d'exploser en ce moment, sous le rôle qu'il pourrait jouer pour la consommation d'opiacés et aussi pour la prise en charge des personnes ayant des problèmes avec l'alcool. Le problème est que les débats se focalisent seulement sur les risques pour les jeunes. Alors, c'est très bien, c'est très important, mais il ne faut pas que ce type de débat nuise à une évaluation correcte du rôle que le cannabis thérapeutique pourrait jouer pour certains types d'addictions. Donc je pense que c'est vraiment important d'explorer cette voie thérapeutique. Et enfin, Métaville, des résultats préliminaires qui étaient disponibles en 2011. Je suis responsable scientifique, donc je peux assurer que c'était ça. En 2016, la méthadone n'est toujours pas en ville. On a parlé, ça serait bien pour les patients qui injectent la buprenorphine. Oui, c'est bien. On a même montré, on est en train d'analyser encore les données sur d'autres choses. Et on voit bien que les patients sur buprenorphine, qui étaient sur buprenorphine et commencent à méthadone, ont des bénéfices extrêmement intéressants par rapport à des personnes qui étaient naïves avant. Donc, disons qu'il y a des choses. Et il y a un constat un peu déprimant que tout retard, que ce soit dans la recherche ou dans la décision politique, a un impact, et cet impact est survenu de nouveaux cas de cancer, d'hépatite, d'overdose, et aussi d'incarcération, mais la liste peut être bien plus longue. Mais ce sont tous des cas qui auraient pu être évités, et seulement parce qu'on hésite à mettre en place des choses parfois. Alors, on fait beaucoup, hein, mais on peut faire mieux. Et donc, pour voir les priorités et les perspectives, il reste 2 points. Donc, les conséquences sanitaires liées à la consommation d'alcool et du tabac sont bien supérieures qu'aux autres produits. Et il me semble qu'il y a, on l'a déjà dit plusieurs fois pendant la journée, il y a une insuffisance des mesures de réduction des risques face à la consommation des stimulants et des drogues de synthèse, mais aussi des contextes à haut risque. Mais je pense qu'ici, il faut devenir un peu créatif. On n'est pas assez créatif dans ce domaine. On s'arrête aux choses qu'on sait déjà. On a besoin d'inventer des choses. Donc, c'est pour cela que je vous propose un observatoire d'intervention innovante et ciblée. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui se font en France, on ne le connaît pas. Et deuxième chose, une agence de recherche opérationnelle, parce que maintenant il existe la recherche opérationnelle et on ne peut pas la soumettre aux appels d'offres. La recherche opérationnelle ne passe pas aux appels d'offres classiques.
Donc on a besoin d'une agence de recherche opérationnelle en réduction des risques et des dommages qui permette de donner un soutien économique et méthodologique aussi aux actions de terrain, à des actions qui sont parfois extrêmement innovantes. Et je termine, je n'ai pas fini, surprise, je termine avec un numéro spécial de la Lancet Commission Drug Policy, qui vient de sortir. J'avoue que j'ai eu l'honneur d'être reviveur, c'était un peu gros. Et en fait, on a vraiment le point final sur l'histoire. Est-ce que la criminalisation a un impact négatif sur la santé? La grande réponse est oui, je vous invite à le lire. On n'a plus besoin d'explorer ce type de concept, mais il y a quand même quelque chose qui est important, que quand les produits sont criminalisés, quand les produits sont interdits et il y a une pénalisation de l'usage des drogues, c'est très difficile de faire de la recherche également. Donc c'est vraiment une limite à la recherche. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. On passe aux questions. D'abord la commission d'audition. Est-ce que vous avez des questions? A priori non. Alors, monsieur Rogissard et monsieur là-bas tout au fond. Oui, Valérie Rogissard. Et là, je m'exprime en tant que responsable du programme d'éducation aux risques liés à l'injection de Médecins du Monde. C'est plutôt une remarque. Ça fait depuis les années 2000 que je suis sur ce type de programme. On a déposé un premier dossier assez sérieux vers les années 2005. Nous sommes en 2016 et on peut constater aujourd'hui que les travaux ont montré leur intérêt, que ça a eu un impact dans la loi de santé publique. Mais quand même, tout ça avance à la vitesse d'un escargot sous Prozac, vraisemblablement détourné d'ailleurs, parce que c'est pas bon, il fait pas de... Alors, moi je suis extrêmement attaché à la question de la démarche de recherche dans un certain nombre de programmes, parce que c'est décidément le seul moyen qu'on a pour démontrer un certain nombre de choses, et sans ça c'est compliqué. Mais est-ce qu'on a besoin de 10 ans pour faire ce travail? Est-ce que, je pousse la question, c'est bien raisonnable d'avoir une expérimentation pendant 6 ans des salles de consommation en France, alors qu'on a des études là-dessus depuis 15 ans? Alors qu'il y ait une période de mise en place qui nécessite qu'on soit un peu prudent, ok, mais est-ce que 6 ans c'est bien nécessaire? Et est-ce qu'on ne peut pas quand même un petit peu accélérer l'escargot, là, parce qu'on lui donnait un petit peu de psychostimulant, par exemple, pour que ça aille un petit peu plus vite quand même dans le travail qui, le plus souvent, est quand même assez pertinent. Mais je remarque, c'est quand même des programmes qui, effectivement, posent des problèmes, parce qu'on peut soupçonner de prosélytisme, de présentation sous un jour favorable, etc., etc., alors que, bien évidemment, l'intention des acteurs n'est pas celle-là. Vous avez rappelé l'impérativité de l'action en matière de VHC, notamment. Est-ce que j'ai le droit de répondre parce que c'est costaud, hein. Je vous laisse répondre. Oui, merci. D'abord, je voulais te dire, tu as eu de la chance avec Airly parce qu'avec Métaville, ça a été plus long. Et c'est pas fini encore. Donc l'autre chose, à votre avis, pourquoi j'ai proposé une agence de recherche opérationnelle, hein? C'est pour aller plus vite. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a plein de choses à faire. Il faut faire quelque chose opérationnel. Donc c'est dans le sens de la vitesse et de l'efficacité. Oui, Patrick Favrel. Monsieur, il y a déjà une question du monsieur là et vous la poserez après, sans problème. Oui, alors Fabrice Pérez, je réagis à la fin sur les priorités. J'ai pu lire qu'il y avait une insuffisance de mesures sur tout ce qui était drogue de synthèse, les actions milieu festif, etc. J'ai l'impression qu'il y a surtout une méconnaissance des actions existantes, puisque depuis le début de l'après-midi, on parle de l'évaluation de l'efficacité de la réduction des risques, et j'ai rien vu sur tout ce qui se fait en milieu festif, sur les drogues de synthèse, etc. Donc ma question, c'est, y a-t-il vraiment rien comme étude? Parce que d'un côté, on renvoie vers les consommateurs, on va dire les usagers experts, les forums sur les NPS, donc on reconnaît ça, mais est-ce qu'il n'y a vraiment rien qui existe pour démontrer l'efficacité de quelque chose qui n'est pas nouveau? Enfin, ça fait 20 ans qu'il y a des actions sur les drogues de synthèse en milieu festif notamment. De quel type? Je pense à de l'accompagnement des consommations, je parle des techniques de réassurance, des bas de tripage, des techniques d'accompagnement vraiment des consommations sur le SNIF, des choses comme ça. On n'en entend pas parler depuis le début de l'après-midi, pourtant ces pratiques existent depuis 20 ans, elles sont subventionnées, elles ont l'air d'être reconnues, elles font partie des missions, et quid de l'évaluation? Je suis un peu étonné de cet après-midi. Voilà. Mais sinon, je souscris à pas mal de choses qui ont été dites, mais là-dessus, il y a quand même
on n'est pas en insuffisance d'action, je pense. On va prendre la question de monsieur, puis vous répondrez aux deux. Merci. Patrick Favrel, oui. Alors moi, j'étais très, très intéressé par cette thématique recherche et évaluation, innovation. Le seul problème, c'est que je n'ai pas vu d'innovation du tout. Alors, j'ai une question, c'est quand on recherche, est-ce qu'on reste en fait exclusivement dans la RDR au niveau du bas seuil? Ça me paraît vraiment curieux parce que la majorité en fait des gens qui sont dans les addictions ne fréquentent pas le bas seuil. Premier point. Deuxième point, vous parlez des hépatites. A-t-on besoin réellement, mais je veux dire, je ne nie pas hein, le rôle de la recherche et de l'évaluation, mais a-t-on besoin réellement de travailler sur de la recherche pour savoir, dans les centres experts, quelles sont les files actives, donc en traitement, et quelles sont les files d'attente? Est-ce que vous avez cet élément-là, par exemple, en termes de chiffres? Bon, je trouve que la question que vous me posez, déjà, ce n'est pas une question de recherche, première chose, parce que de savoir combien sont en file d'attente, c'est une question de descriptif d'une population en file d'attente, donc c'est une question de descriptif. Nous, on est ici dans l'évaluation, ma présentation, c'est sous l'évaluation d'intervention, pas sous l'évaluation de l'information existante et disponible. C'est un autre sujet. Donc, par contre, c'est vrai qu'on pourrait faire mieux sous les données disponibles. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Et on n'exploite pas suffisamment les données qui sont disponibles dans les centres. Donc ça, c'est vrai. Parce qu'il y a quand même des interventions, ce ne sont pas innovantes les interventions qu'on fait dans les centres, ce sont les interventions qu'on connaît. Mais on ne connaît pas l'efficacité même de certains types de trajectoires des patients, on ne sait rien. L'autre chose, par rapport aux interventions en milieu festif, etc., je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je pense que le rôle de l'environnement et des interventions dans des environnements spécifiques n'est pas suffisamment valorisé. C'est pour ça que je propose de faire un inventaire des actions, parce que peut-être qu'il y en a certains qu'on pourrait répliquer dans d'autres contextes. C'est-à-dire ça peut nous donner des idées pour résoudre d'autres types de problèmes d'addiction, par exemple, d'un milieu gay, etc. Donc je pense que c'est vraiment assez intéressant de pouvoir faire... Mais les problèmes, c'est que c'est difficile de les faire remonter. Donc il faut trouver un système où ces types d'actions puissent être... Il y a une fiche qui est remplie, on sait que ça existe, comment ça se fait. Et voilà, je ne sais pas, quelque chose qui a un peu un inventaire. Après, ça permettra à la recherche de s'intéresser davantage. Et la recherche, vous avez dit que vous n'avez pas trouvé des choses innovantes. La buprenorphine en France a été quand même hyper innovante. On était les premiers dans le monde. Comment vous faites à dire que ce n'était pas innovant? Ah, quand même. À Airly, c'était les seuls qu'on a fait à Airly de cette façon-là. Ce n'est pas l'éducation à l'injection standard. On est d'accord, l'éducation à l'injection standard, même la littérature qui existait ne marche pas sur Airly. Donc, elle était quand même innovante, c'était un checklist standardisé. Donc, c'est pour vous dire, on fait des choses innovantes, valorisons-les. Il y a des pratiques innovantes. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'en ai une, qui est à la fois une question et une observation sur ce que vous nous avez montré. Vous parlez d'une faiblesse de la RDR sur les stimulants. Mais par contre, dans votre RDR, cannabis dans la RDR, vous oubliez, et pourtant c'est là où il y a le plus d'études qui partent actuellement, c'est toutes les études sur le craving des stimulants, notamment en Amérique du Sud, sur lesquelles on essaye de faire des choses, et sur lesquelles on est très embêté parce qu'on refuse de nous donner les matières premières de départ. C'est-à-dire qu'on nous dit, OK, vous allez faire quelque chose sur le cannabis, mais nous, on ne veut pas avoir d'herbe, on veut avoir des concentrés. Et on nous dit, ah non, ça, c'est pas possible. Donc, ça m'est arrivé là même aux Pays-Bas. J'ai aussi fait une demande d'études sur le craving aux Pays-Bas. On m'a dit non, vous ne pouvez pas extraire le bedrocan, qui est l'herbe officielle. C'est-à-dire que je pouvais avoir de l'herbe pour mes patients, mais je ne pouvais absolument pas avoir la forme sur laquelle je voulais rechercher. Donc c'est ce genre de questions qui se posent aussi quand on veut faire de l'innovation, et où en Europe, en tout cas, il semblerait que c'est très très compliqué, mais même pour le coup, en Uruguay, en Colombie et au Brésil, ils ont aussi fait des demandes. Je connais Marcela Tovar, par exemple, qui a fait la demande pour la Colombie. Et c'est pareil, on leur dit contentez-vous de l'herbe, c'est déjà bien. Donc c'est très difficile d'innover quand même. Donc comment faire? Est-ce que l'agence que vous voulez créer nous permettrait d'aller plus vite et d'aller plus loin? Non, ce n'est pas l'agence. C'était ça ma question. Vous n'avez pas entendu la dernière phrase. Vous vous rappelez les derniers... Je vous interroge pour voir si vous avez suivi, hein, même à cette heure-ci. Hein. Alors, donc, la dernière diapo que je vous ai présentée, c'était l'article de Lancet qui parle de la dépénalisation des drogues et de la décriminalisation, etc. Donc, disons, comme je dis, c'est impossible parfois de faire de la recherche tant que les drogues sont
Voilà. En fait, on peut la faire sur les produits. C'est que je disais, on peut la faire sur les produits de synthèse parce qu'ils sont encore légaux. Donc, il faut foncer sur les produits de synthèse parce qu'on peut encore profiter. Sur les autres, c'est extrêmement difficile. Il faut trouver des moyens. Ça devient les procédures administratives pour mettre en place des essais. Je ne vous raconte même pas. Hein? Alors, on a une question de M. Bataille et Mme Bernard, s'il vous plaît. Juste là. Merci. Oui, je prends un risque puisque je reviens sur les termes. Je voudrais faire une distinction parce que vous l'avez faite, y compris dans la réponse, entre innovant et créatif. Vous en avez appelé à plus de créativité ou plus de création et vous défendez évidemment qu'on fait des choses innovantes à peu près partout. Je dis ça parce que ça renvoie à quelque chose de plus large, c'est là-dessus que porterait éventuellement la question, à savoir qu'il y a capacité à élargir l'offre de soins, c'est-à-dire qu'il faut être créatif dans l'offre de soins. Et c'est extrêmement important à mes yeux, en tout cas tel que je le comprends, parce que ça correspond à participation des patients, ça correspond à engagement. Comprenez, je veux dire, la créativité, elle vient du patient lui-même, et pas simplement de la technique ou de ceux qui les mettent au point. Voilà, donc je voulais juste vous relancer là-dessus, de bien entendre qu'il y a une capacité aujourd'hui de renouveler l'offre de soins en rapport avec des techniques et surtout des manières de se soigner ou des parcours individuels de soins. Madame Bernard, on va prendre la deuxième question, vous y répondrez ensuite. Oui, vous évoquiez le fait qu'il était plus facile sans doute de faire des recherches sur les produits licites. Tout à l'heure, on a évoqué les situations particulières des femmes enceintes. Donc, je voudrais savoir où on en est sur la recherche par rapport à la prise en charge dans une logique de RDR des femmes enceintes qui ont des consommations de produits licites, alcool, tabac, et puis éventuellement de produits illicites et de médicaments. Alors, en sachant que je ne suis pas une experte de ces domaines, je suis désolée, je ne serai pas peut-être très, très efficace, donc je pars avec votre question, après je reviens à l'autre. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'études sur la littérature, par exemple dans les domaines que je connais, que c'est la méthadone et la buprenorphine, que je connais assez bien. Bon, il y a quand même des études qui tranchent sur la question et sur l'efficacité de ce type de traitement pour les femmes enceintes, et parfois, malheureusement, dans certains pays, ils ne sont même pas recommandés. Donc, par contre, je pense que le problème, c'est que ce n'est pas un problème de donner assurer une prise en charge pour ces personnes. Le problème, c'est comment les engager dans les soins, parce que même s'ils sont enceintes et boivent de l'alcool, peut-être que ce n'est pas si facile que ça de les engager dans les soins. Et là, aujourd'hui, j'ai entendu parler du problème de médecins généralistes pour la prise en charge de l'alcool, etc. Et je pense qu'on revient sur la même question. S'il y a une voie à explorer mieux, surtout pour ce type de situations, ça peut être aussi les médecins généralistes. Parce que il y a quand même, nous avons une expérience extrêmement positive, par exemple, avec Métaville, et bon, on l'a eu aussi avec la buprenorphine. Mais finalement, bon, il y a de quoi faire. À l'étranger, beaucoup de choses sont gérées par les médecins généralistes. Après, je ne peux pas vous dire plus parce que je ne suis pas une experte de la littérature de ce domaine. C'est une littérature très spécifique, celle de l'addiction à femmes enceintes. Il y a des super spécialistes. Mais je pense qu'il y a des solutions à travers la médecine générale. Pour parler, en fait, pour revenir au parcours de soins, je partage complètement l'idée qu'en fait, être innovant, ça ne va pas dire être créatif. Et je pense que quand je parle des produits de synthèse, je parle d'être créatif, je ne dis pas être innovant, parce que l'innovation, on la connaît. Et il faut vraiment inventer quelque chose de nouveau pour joindre ces populations qui, en fait, font venir des drogues à travers Internet. Je pense qu'on ne sait pas encore comment faire. Déjà, il y a des choses qui se font déjà, mais n'ont pas été forcément évaluées en France. Donc, c'est pour ça que ça serait intéressant. En termes de parcours des soins, je pense que c'est très intéressant de voir ce qui s'est fait, parce que surtout pour les personnes polyconsommateurs qui ont une double dépendance, par exemple aux opiacés et à l'alcool. Maintenant, on sait qu'avec la méthadone et la buprenorphine, on arrive à améliorer toute une série de critères de jugement, comme on les appelle dans la recherche, mais finalement, la qualité de vie de la personne. Hein. Et par contre, peut-être qu'il faut encore travailler sur la prise en charge des co-addictions. Et parfois, même si elles ne sont pas toujours présentes, d'autres types de comorbidités. Donc, c'est pour ça que ça peut être important, c'est dans le parcours de soins, de dire, je commence par quoi? Je stabilise ça ou ça d'abord?
Donc, ça serait intéressant de voir dans les pratiques ce qui se fait actuellement et quels sont les meilleurs résultats. Analyser mieux les données d'Exapa, par exemple. Merci. Je crois qu'on n'a pas de questions au niveau des réseaux sociaux. Alors, une dernière, Claude. Ce n'est pas une question, c'est une suggestion plutôt. Si on fait le compte depuis le début de cette journée, du nombre de fois où la médecine générale a été interpellée, tous les intervenants pratiquement ont interpellé la médecine générale. Moi, je vous suggère qu'on réfléchisse à l'idée d'une audition publique sur médecine générale et addiction. Bravo. Merci. On va en terminer là. Merci. Vous êtes d'accord? Il me reste à vous remercier tous pour cette première journée, pour tous ces échanges. Donc merci à nos experts, à vous qui vous êtes déplacés aujourd'hui, aux personnes qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Et donc je passe la parole à Alain et Amine pour quelques infos, je crois. Oui, juste une petite information, puisque j'étais interrogé sur la question des DPI. Alors, ceux qui ne connaissent pas les DPI, il faut qu'ils s'intéressent aux DPI. C'est les déclarations personnelles d'intérêt, c'est-à-dire savoir si les orateurs d'aujourd'hui, les membres de la commission d'audition, les membres du comité d'organisation ont des liens d'intérêt qui sont à connaître pour savoir si leurs paroles ou leurs initiatives peuvent être interrogées à ce prisme-là. Et donc, je voulais répondre que ces DPI ont été presque tous remplis. Il y a encore 2, je crois, à faire remplir, mais qu'ils seront, d'une part, mis sur le site de la FFA dès lundi prochain, puisqu'on aura fini, et que pour la commission d'audition, parce que la question venait de la commission d'audition, vous les aurez en prime, en premier ce week-end, amené par Estelle et Cédric de la Haute Autorité de Santé. Voilà, donc vous pourrez voir en fonction de ce qui a été évoqué par nos experts. Mais il faut savoir que les liens d'intérêt dans la règle du jeu de l'audition publique ne sont pas rédhibitoires pour les interventions en tant qu'experts et que donc il faut pouvoir en tenir compte. Donc c'est normal que vous ayez cette information, mais ça n'est pas obstacle, ça ne fait pas obstacle à l'intervention des experts. Voilà ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, si vous avez des interrogations, parce que la méthode, on ne la manie pas forcément comme ça facilement, puis il y a des interrogations qui sont tout à fait légitimes, donc n'hésitez pas à nous les poser, et puis on vous répondra au fur et à mesure. Voilà, et puis pour vous dire, moi aussi merci, nous aussi merci. C'était une première journée extrêmement riche, c'est le cas de le dire. J'espère que vous n'êtes pas en overdose et puis que pouvoir vous reposer ce soir. Et pour reprendre demain, donc demain les travaux commencent à 9h30. Vous avez vu combien c'est important qu'on soit vraiment attentif aux horaires. Et donc venez avant, parce que vous savez qu'il y a ces problèmes, ces questions en particulier de sécurité qui nécessitent que vous soyez là un peu avant. Donc venez à 9h par exemple. Plus tard. Bonne soirée et à demain. Merci beaucoup.